Bonjour et bienvenue dans ce 76e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2021, en direct sur Twitch, comme depuis quelques fois maintenant, depuis début d'année. Je suis Denis Voituron, je ne sais plus si je l'ai dit, accompagné de Richard Clark et de Christophe Peunier, que vous voyez à l'écran maintenant aussi, pour ceux qui ont la vidéo. Coucou. Et pour ceux qui veulent être prévenus lorsque nous enregistrons un épisode, n'hésitez pas. Sur Twitch, vous avez une petite cloche, il suffit de cliquer dessus, de s'abonner. Comme ça, vous êtes directement au courant quand il y a un démarrage, on va dire, de l'enregistrement. Et vous pouvez ainsi venir facilement nous poser des questions. Vous mettez ça dans le live, dans le chat, et puis on pose un peu des questions. On va voir s'il y a différentes personnes qui vont venir, puisqu'on d'habitude, on fait ça sur le temps de midi. Aussi, on est plutôt un peu plus tard. Et pourquoi sommes-nous plus tard? Parce que ce mois-ci, on a un invité qui est David Catu, que nous voyons ici, qui vient d'arriver. Salut tout le monde. Bonjour David, Salut. ça va bien? Très bien, et vous? Ça va. Et donc, David, je le disais, lui, il habite et il travaille d'ailleurs chez Microsoft Corp à Seattle. Et donc, on fait ça un peu plus tard pour nous, au niveau heure européenne, parce que lui, en gros, il vient de se lever. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 8h du matin. Il est 8h du matin, voilà. Tu vois, donc encore plus tôt, là. Effectivement, déjà 8h, je trouve ça tôt, moi, personnellement, mais bon. Pour commencer à travailler, en tout cas. Pas pour se lever. Travailler avec vous, les copains. Voilà. Alors, il faut savoir déjà que David, lui, il est déjà venu dans DevApps. Et donc, j'ai regardé, parce que je ne me rappelais plus de la date exacte, c'est il y a très longtemps. C'est dans un des tout premiers épisodes de DevApps, je pense de mémoire que c'est le numéro 6, en octobre 2015. Oh putain. Ah ouais. Je pense que Richard n'était pas encore là. Il n'est peut-être pas encore né, d'ailleurs. Il n'était pas né encore. Je suis pas né. Voilà. Et à l'époque, David était venu nous expliquer comment on développe des logiciels chez Microsoft. Et c'est un épisode dont on me reparle encore souvent, parce que je vous invite à le réécouter d'ailleurs. Régulièrement, il y a des gens qui me disent comment on fait pour bien développer, comment ça se passe. Donc je leur dis, allez voir, on a fait un épisode qui date d'il y a longtemps, mais qui est toujours, je pense, à mon avis, dans les grandes lignes, en tout cas, certainement d'application. Ouais, mais il y a un autre épisode entre-temps qui était vachement mieux, c'était quand on est allé carrément dans les locaux. Ah oui. Là, on a montré un petit peu tout le campus, en fait. Oui, tout à fait. C'était d'autant plus intéressant, parce qu'on a beau en parler, mais quand on le voit, c'est différent. Visiter l'équipe de David. Il va peut-être pouvoir nous réexpliquer un petit peu, puisque les épisodes dont je parle, c'est des épisodes dont il y a longtemps, effectivement, qu'on était à Seattle. C'était une autre époque, hein. On était tous jeunes à l'époque. David aussi, il était jeune, comme nous. Les restos étaient ouverts. Enfin, bien putain, c'est l'époque où quand on allait bouffer, on payait après. Tu sais que maintenant, ma femme, elle me fait payer tous les soirs. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Ouais, ça me manque, tout ça, tiens, ça coûte autant. Et parfois, c'est toi qui dois préparer aussi, non? Ah ouais, non, c'est une horreur. Hein. Moi, j'aime pas. Et à l'époque, d'ailleurs, David ne travaillait pas encore sur le projet dont on va, à mon avis, parler principalement aujourd'hui, qui est le projet Babylon.js. Si. Mais... quand même. Ah oui, quand on avait été de voir, mais pas la toute première fois, on a fait le premier épisode. Babylon.js a été créé en 2011. Oui, créé, mais je pense que tu n'étais pas sur quoi? C'est pas Pax à l'époque? Ah, tu veux dire, je ne travaillais pas pour Microsoft sur Babylon.js, d'accord. C'est ça, oui. Ah non, je crois que Babylon.js, enfin le 3D, je pense que tu es né avec ça. Tu avais déjà des cubes en 3D, toi, à mon avis. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore l'équipe. Ouais. Il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas encore l'équipe quand je suis venu vous voir la première fois. Oui, c'est vrai ça. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais maintenant, justement, pour te présenter, ceux qui ne te connaîtraient pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà. Ok. Alors, ça a un peu changé, on va dire, par rapport à quand vous étiez venu, effectivement. Donc, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un Group Engineering Manager, c'est-à-dire que je gère plusieurs projets. Ouais. Un des projets, c'est bien sûr Babylon.js. Donc, j'ai une équipe de 12 personnes qui travaillent sur Babylon.js. Donc, c'est le projet open source. Alors, c'est vraiment relativement rare pour être signalé. Microsoft paye une équipe de 12 développeurs, un artiste et un PM, un programme manager, pour supporter un produit qui est entièrement open source, d'accord? Donc, on ne vend rien avec ça. Donc, ces 12 personnes, elles sont payées, mais directement, elles ne génèrent pas d'argent pour Microsoft. Alors, il y a quand même un intérêt, hein, Microsoft n'étant pas une œuvre philanthropique, c'est que de très nombreux projets, 45 au dernier comptage projets chez Microsoft,
dont certains très avancés, comme par exemple, vous avez vu qu'on a signé des contrats avec l'armée, eh bien, il y a du Babylon.js un petit peu là-dedans. Donc, tous ces projets-là ont besoin d'avoir un framework qui est bien maintenu, où il n'y a pas de bugs, qui fonctionne, qui est débugué, justement, qui est performant. Donc, en fait, l'investissement Microsoft pour soutenir le projet open source, c'est parce que Microsoft se sert du projet open source. Donc, donc en fait, ça ramène du revenu. Ça ramène du revenu indirect, en fait. Ouais. Indirect, c'est un center, mais effectivement, ça ramène du revenu. Après, j'ai une autre équipe qui travaille sur Microsoft Stream. Donc, Stream, vous connaissez peut-être pas, ça fait partie de l'offre Microsoft 365, mais en fait, en gros, c'est dès que vous mettez des vidéos quelque part dans SharePoint, OneDrive ou quoi que ce soit, que vous voulez les jouer, le player, c'est mon équipe qui le fait, en fait. En fait, nous, indirectement, je crois qu'on l'utilise toujours, on l'utilisait là-dedans. Quand on enregistrait, avant de passer maintenant, on utilise StreamYard pour faire la diffusion sur Twitch. Avant, on le faisait avec Teams. Ouais. Toutes les vidéos de Teams qu'on enregistre se retrouvent, quand on appuie sur le bouton enregistrer, dans Stream. C'est juste. Hein. Exactement, tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est une sorte de... On peut simplifier en disant c'est du YouTube pour l'entreprise, donc c'est compliant, c'est sécurisé, ça protège le droit d'utilisateur, etc. Il n'y a pas de pub, évidemment. C'est tout ce qui va être vidéo dans l'entreprise, en fait. Et j'ai un troisième groupe qui s'occupe en fait de tout ce qui va être ce qu'on appelle stream, caméra et capture. En fait, c'est des services de quand tu es dans Teams, tu vois, par exemple, tu vas vouloir capturer ton image pour l'envoyer un peu comme on fait là, si vous voulez. Mais la partie qui capture l'image, qui fait l'acquisition, c'est stream caméra en fait. Ah ouais, donc c'est pas que de la 3D en fait sur lequel tu travailles. Je faisais beaucoup que de la 3D et puis effectivement j'ai étendu un petit peu mon scope. Alors les deux autres projets que je viens de citer sont qu'on appelle closed source, qui sont que chez Microsoft, c'est des projets qui sont protégés par copyright, etc. Et Babylon, c'est le seul qui est entièrement open source avec une communauté où tout est gratuit en fait. Il n'y a vraiment rien de payant dans Babylon.js. Et c'est en partie, enfin, et surtout pour ça que moi je me disais qu'on t'a invité ici, c'est pour parler justement de cet aspect communautaire. Parce que d'abord, personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, quand on veut créer un projet, bon, il y a GitHub, ça, on va pas peut-être le présenter, mais à mon avis, tout le monde le connaît, on dépose son code source dedans. Et puis, si on veut faire un projet communautaire, ben ouais, c'est bien, mais comment ça marche? Comment on peut cloner, forquer, quelles sont les différences, comment on donne des droits, est-ce qu'on doit en donner, enfin bon, peut-être expliquer, toi qui travailles dedans depuis des années, peut-être même pas ne fût-ce que l'aspect technique, mais quelles sont les meilleures manières de faire, quoi. Ah, c'est une bonne question, parce qu'il y a quelque chose que je déteste dans l'open source, c'est les projets zombies. En fait, il y a, je pense, si on regardait GitHub, j'ai zéro statistique, mais c'est mon ressenti, ce qui me gêne le plus dans l'open source et qui fait souvent peur, c'est souvent, tu vois, monsieur, madame, tout le monde qui va démarrer un projet dans son garage, il va le mettre sur un repo sur GitHub et puis il va le laisser mourir, en fait. C'est ça que j'appelle un projet zombie. C'est des bouts de code, voilà, qui sont plus maintenus, etc. La vraie difficulté d'un projet open source, c'est pas le code. Non. C'est de le garder sur le long terme, en fait. C'est de garder et d'arriver à organiser une communauté autour de ce projet open source. Et ce qui fait aujourd'hui le fait que Babylon.js est utilisé, tu vois, aujourd'hui, au-delà des projets Microsoft, Nike, Adobe, l'armée américaine, National Geographic, ils utilisent Babylon.js. Et pourtant, c'est un projet open source, tu vois. Donc, on pourrait se dire, ces gens-là, ils seraient peut-être un peu stressés par le fait que ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Ce qu'on a réussi avec Babylon.js, justement, c'est de démontrer que c'est pas juste un projet one-shot qui va crever parce que je vais partir en vacances dans 15 jours. Et c'est ça la vraie difficulté. Et je pense le succès des gros projets open source, c'est quand tu arrives à bâtir une communauté qui fait que le projet vit, en fait. Et faire vivre un projet, c'est super difficile. C'est super difficile parce que quand tu es en vacances, il y a des gens qui ont toujours besoin de toi. Quand tu as des utilisateurs, comme la connerie est plutôt bien répartie dans l'humanité, tu as toujours des gros connards, tu vois, et qui viennent te gratter ta motivation pour la réduire à peau de chagrin. Il faut passer tout ça pour arriver à faire vivre un projet. Donc, Babylon.js, c'est 2011. Donc là, ça va faire... non, je dis n'importe quoi, c'est 2013. Donc, ça va faire bientôt beaucoup, tu vois, 8 ou 9 ans. Et au début, j'étais tout seul à développer le projet. David Rousset me filait un coup de main sur tout ce qui est évangélisation et il écrivait quelques bouts de code. On a lancé après, si tu veux, le repo GitHub. Au début, il était sur Codeplex, Babylon.js, pour la petite histoire. Ouais, on a migré sur GitHub après. Et c'est là où c'est vraiment devenu difficile. Parce que le code, une fois qu'il est fait, et puis on est tous développeurs, on sait faire ça. C'est pas non plus le bout du monde. Ce qui était difficile, c'est
de faire venir les gens au début, tu vois, de leur dire, regardez mon petit projet, est-ce que vous n'avez pas envie de nous aider? Pas tant de l'utiliser, parce que tu regarderas les catégories d'utilisateurs d'un projet open source, tu as 99% d'utilisateurs. C'est des gens, ils viennent prendre ton code et ils s'en servent, puis des fois, ils viennent te poser des questions. Dans les 1% restants, tu as 99% des gens qui vont venir poser des questions et essayer d'y répondre à d'autres. Et dans ce qui reste, tu as les contributeurs, c'est-à-dire ceux qui viennent pour t'aider. Alors, on pourrait dire que répondre aux questions, ça aide. Et effectivement, quand je fais des stats avec mes utilisateurs, les 3 principales raisons pour lesquelles ils prennent Babylon.js et pas un produit concurrent, comme Tree.js qui est géré par Google. La première raison, c'est la communauté, c'est le forum. Les gens, quand ils ont une question, ils viennent sur le forum. Et nous, on a une politique, les 12 personnes de mon équipe, je leur demande d'être extrêmement actifs sur le forum. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à une question en plus de 8 heures. C'est-à-dire que tu poses la question, tu sais qu'au pire, 8 heures plus tard, tu as une réponse. Comme on a déjà en France, déjà en Allemagne, j'ai des employés en Floride et à Seattle, on fait presque du 24-24. 24 heures sur 24. Et c'est vous qui répondez ou bien? Parce que moi, je m'imagine que la communauté, justement, c'est au départ, vous êtes une petite équipe et puis il faut la faire grandir pour que les gens puissent se répondre eux-mêmes à la limite. Mais c'est du pump constant. C'est du pump constant. C'est un bout d'un temps. T'es un CM de ton repo, en fait, au bout d'un moment. Le succès d'un repo, GitHub ou d'open source, c'est ça. C'est d'être là pour répondre aux questions des gens. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir te poser une question. Et tu peux le voir. Pourquoi Vue, pourquoi React, tous ces frameworks qu'ils ont aussi décollé au début, c'est parce qu'il y avait une communauté qui entraînait le truc. Tu n'étais pas tout seul, tu vois. Si tu prends un nouveau projet qui vient de naître, genre le mec qui développe le super moteur 3D, qui lamine Babylon.js en perf, etc. Les gens, ils vont venir, ils vont poser une question. Si personne ne leur répond, ils vont dire, ben non, mais c'est pas efficace, quoi. Je suis tout seul perdu, même si ça a l'air super puissant, je vais plutôt aller utiliser l'autre. Pourquoi est-ce que Unity a autant de succès alors que si tu le compares à Unreal, ce sont 2 moteurs 3D pour faire des jeux vidéo, Unreal est mieux en termes de perf sur tous les aspects que Unity. Mais Unity est plus abordable par les utilisateurs. Et là, c'est pareil. Les gens, ils ont des forums, ils réagissent, etc. Là, à Babylon.js, en fait, au début, c'était David Rousset et moi-même où on répondait aux questions, on allait dans les conférences, etc. On a fait du marketing. Et c'est le point que je voudrais mettre ici, en fait, c'est que la partie importante pour la réussite d'un projet open source, c'est pas le code, c'est le marketing. Et marketing au sens positif du terme, je ne veux pas bullshiter ou quoi que ce soit, c'est de dire, les gens, ils vont venir te voir, il faut que tu leur répondes, il faut que tu sois toujours là. Tu es en vacances, il y a une question, il faut débloquer l'utilisateur un par un. Chacun des utilisateurs va être débloqué, lui-même, il va en débloquer d'autres. Mais c'est pas un phénomène exponentiel, par contre. C'est-à-dire que si tu en débloques 500, tu peux espérer qu'il y en a 2 dans les 500 qui eux-mêmes vont en débloquer d'autres. Ça n'explose jamais. On le voit toujours aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, après 8 ans de projet, les majorités des réponses sont données par mon équipe. Donc même répondre, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il y a une question là-dessus, au gros connard, parce qu'il y a un utilisateur anonyme dans le chat qui s'appelle, je te lis son nickname, qui est The Davrous, qui demande quelle est la définition exacte du gros connard. Alors les gros connards, moi je peux te dire ce que c'est que les gros connards. C'est des gars, on appelle ça entitled en anglais, ce sont ceux qui se croient tout permis. Ils viennent, le projet est gratuit. Tu leur files ton code. Qu'est-ce qui te force à faire ça? C'est vraiment de la philanthropie pure. Tu leur donnes ton code, monsieur. Je n'en retire fucking rien du tout. C'est pour toi, fais-toi plaisir. Et les gars, ils sont exigeants. Ils sont exigeants parce que comment ça se fait que je n'ai pas une réponse depuis 6 jours? Et le gars, en général, c'est comment est-ce que tu fais pour faire mon projet, tu vois? Voilà le titre du projet, est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît? Et ça, il faut résister à l'envie de tous les envoyer se faire un. Mais ça existe, que ce soit un projet gratuit ou payant. Hein. Oui, mais quand tu es payant, c'est plus dur parce que tu es payé. Et que donc l'utilisateur, il a une exigence envers toi parce qu'il t'a donné de l'argent. Là, toi, tu lui donnes tout. Le mec, tu lui donnes ton temps, ton énergie, ton savoir, ton code, tout. Et le mec, il dit, ouais, c'est chiant quand même parce que là, je trouve que cette API, elle est mal nommée, vraiment, c'est inutilisable. Enculé, mais va te faire foutre. Si tu veux, tu dégages, tu vas crever plus loin. Sauf qu'on ne peut pas. Parce que si tu commences à faire ça une seule fois, c'est fini. Alors, c'est très dur, surtout pour un caractère comme le mien. Donc, le bord de ma table est bouffé. Autant vous dire que je la bouffe. Mais la règle, c'est de ne jamais faire ça. Tu les ignores, ces gens-là, ou
j'ai des gens dans mon équipe, ils sont adorables, mais vraiment des gentils, du jus de gentils. C'est eux qui y vont, quoi. Ils vont dire, oui, excusez-nous, est-ce que vous pourriez être plus précis? Ouais, j'ai besoin de faire ce projet pour demain, ça marche pas. Ok, je comprends que vous avez des contraintes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et tu vois. Mais là, justement, parce que je vois régulièrement des gens qui posent des questions comme ça. Donc, dans GitHub, on peut créer des issues, que ce soit des questions, que ce soit des bugs, etc. Vous faites quoi? Tu réponds ou à un moment donné, tu résous On a une règle. les clauses? Alors, les issues dans GitHub, on les gère un petit peu particulièrement. Donc, les issues, pour moi, c'est tout ce qui est bug reconnu ou feature. Parce qu'on a une deuxième... tout à l'heure, je parlais de la première règle qui était le forum. La deuxième règle, c'est qu'on corrige tous nos bugs en moins de 24 heures. Ah, mais c'est deux espaces différents, alors. Il y a le forum, entre guillemets, d'un côté, et il y a bug issue de l'autre côté. Okay. Et du coup, il y a une règle. Quand tu crées un issue, si vous allez sur Babylon.js au niveau de GitHub maintenant et que vous essayez de créer une issue, il y a une template qui va apparaître et qui va vous dire en énorme au début, mon gars, si tu crois que tu as un bug, dans 90% des cas, ce n'est pas un bug, c'est que tu ne sais pas t'en servir, va poser une question sur le forum. Ici, on ne met que les bugs qui sont validés, d'accord? Parce que nous, on a une contrainte derrière, c'est que tous les bugs, et c'est un engagement que j'ai, et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Nike ou Ikea se servent de Babylon.js, c'est parce qu'ils savent que dès qu'ils ont un problème, 24 heures plus tard, c'est résolu. Et on a repoussé une version en preview pour qu'ils puissent s'en servir. Du coup, il faut que les bugs que j'ai sur mes issues, c'est des vrais bugs. C'est pas Martin qui arrive, qui fait salut, j'ai oublié de mettre une virgule dans mes paramètres, ça marche pas, tu vois. Parce que c'est ça la question constamment. On a de la doc, et ça c'est mon point numéro 3, la documentation. C'est chiant à écrire, tu as l'impression que personne la lit, mais c'est ce qui fait la force de notre produit. Et encore aujourd'hui, on a eu des tweets hier d'un gars, un professeur d'une école universitaire, je ne sais plus où, qui disait « J'ai choisi Babylon.js plutôt que son concurrent, pas pour la communauté, même si elle est très bien, pas pour le moteur, même s'il est très bien, mais pour sa documentation. » Donc ça, elle existe. Et du coup, dans la documentation, tout est écrit. Il suffit que tu cherches le mot-clé que tu veux bien. Enfin, je ne sais pas faire des ombres, tu tapes ombre, tu as un petit truc. Et pourtant, malgré tout ça, les gens, ils viennent sur ton forum, sur GitHub, ils créent une issue, alors que c'est écrit en rouge. Putain, tu vas d'abord sur le forum, connard, et ils te mettent une issue. Comment on fait des ombres? Moi, ça me rend débile. Alors du coup, je leur dis, et je suis de moins en moins poli quand je réponds aujourd'hui. Je dis, au début, je dis excusez-nous, mais comme il est indiqué dans le template, est-ce que vous pourriez aller sur le forum? Aujourd'hui, je ferme et je dis allez sur le forum. Ou même pas, je mets juste l'adresse du forum. Eh bien, il y a un gars qui est venu sur le forum et qui a dit c'est une honte ce que vous faites, comment est-ce que vous pouvez fermer les issues comme ça? On a eu un débat de presque 1 jour et demi d'un gars qui disait non mais vous avez vos règles, je veux pas ça, je veux que ce soit mes règles, en gros, c'est ça le message qu'il nous disait, et du coup vous êtes des cons. Voilà. Et là il faut rester poli. Donc les issues, j'y reviens, on met sur les issues que les bugs activés. Donc ce qu'on demande aux gens, c'est tu vas discuter sur le forum. 95% des cas, c'est pas un bug. Quand c'est un bug avéré, quelqu'un de l'équipe va te dire exact, tu as raison, c'est un bug, on va créer l'issue. On crée l'issue, on la traque sur le forum. Et après, on a 24 heures pour la corriger. La deuxième chose qu'on utilise les issues, c'est pour les feature requests. Pareil, feature request, d'abord, avant d'arriver en disant « je voudrais que vous supportiez le rendu FOVA en multithreadé », on ne va pas sur le GitHub direct, on en discute ensemble sur le forum parce qu'on est sur le web, on a des contraintes. Encore une fois, c'est un projet gratuit, donc les gens, ils ne peuvent pas juste dire « je veux ça », tu vois. Il faut dire « j'aimerais qu'on ait ça », et puis on commence à faire un peu autour de la communauté en disant « est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour le développer ?» 99% du cas, tout le monde se regarde le bout des pieds, fait « ah ouais, franchement, j'ai du boulot, etc. » Donc moi, c'est mon boulot après de trouver les budgets pour développer les trucs qui sont intéressants. Et à ce moment-là, on crée une issue sur le GitHub en disant « voilà, cette feature sera développée » et on lui met une time zone. On va dire « elle sera pour la prochaine version ou future ». Et donc, si vous regardez le GitHub aujourd'hui de Babylon.js, il y a 2 types d'issues, les bugs qui sont reconnus et vous verrez qu'ils dégagent en moins de 24 heures. Et tout le reste, c'est des feature requests. Okay. Donc ça veut dire que tout ce qui est les outils qui sont fournis par GitHub pour toi sont pas suffisants pour pouvoir gérer un projet open source. C'est-à-dire que c'est compliqué si tu veux aujourd'hui. Juste sur une issue, pour discuter du problème, déjà c'est compliqué à chercher, c'est compliqué à catégoriser. Tu as toutes tes issues, tu vois, et la seule manière pour les catégoriser, c'est tes petits tags, tu vois. Alors sur un forum, on a des groupes, tu vois, on a les questions, on a les feature requests, et c'est des sous-groupes, et tu peux chercher dans ton forum. Le forum est quand même bien supérieur, et puis sur le forum, je peux avoir du contrôle sur l'utilisateur, je peux leur donner des droits, tu vois. Genre, les newbies qui arrivent, ils n'ont pas le droit de poster d'image, tu vois, parce que sinon, on se retrouve avec des photos de bits immédiatement, tu vois. Donc, il y a tout ça que tu n'as pas sur GitHub, tout ce qui est autour de la discussion, que je ne trouve pas sur GitHub aujourd'hui, même s'il progresse. GitHub, pour moi, c'est mon repo. C'est l'endroit où je gère mes sources. Donc, tout ce qui tourne autour des sources. Les bugs, les feature requests, et bien sûr, le build et le storage du code source.
Et quand un utilisateur doit signaler ou veut signaler qu'il y a besoin d'une nouvelle feature ou bien un bug, il y a quoi? Il y a un formulaire à devoir compléter? Vous avez défini un code of conduct ou quelque chose comme ça? Oui, il y a un code of conduct, on a principles aussi, on a des principes sur lesquels on adhère, on écrit en dur que le produit ne sera jamais payant. Donc si jamais, alors parce que ça nous est déjà arrivé, il y a un site chinois qui a dupliqué le repo de Babylon.js et qui faisait payer l'utilisateur pour s'en servir. Donc on met un principle, le produit ne sera jamais payant, le forum est ici. Et quand tu crées une issue, en fait, le template est relativement simple. Déjà, il y a écrit en rouge. Tu es bien sûr que tu as discuté sur le forum, trouve-le et on te demande un lien vers la discussion du forum. Ben, tout ça te permet après d'avoir à peu près tout ce qu'il te faut après pour résoudre, parce que le GitHub, le forum, la discussion, le gars, on demande un repro. Donc, où est-ce que tu peux reproduire le problème? Oui, voilà la reproduction. Nous, on a un site qui s'appelle le Playground, playground.babylonjs.com, où tu as, c'est un peu comme JS Fiddle, sur la gauche, tu as un éditeur de code, et sur la droite, tu as le code qui fonctionne. Ouais, du coup, on leur dit, voilà, reproduis-le là, parce que c'est un environnement qui est sain, on le connaît, et on peut le débugger. Et donc, une fois qu'ils ont le repro, la discussion sur le forum, c'est tout, on n'a pas besoin de grand-chose. Ouais. Ok. Et alors moi, la grande question aussi, c'est s'il y a des nouvelles fonctionnalités. Bon, tu as parlé, là, il y a ton équipe qui travaille dessus. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu du classique. Comme quand on a un projet en interne dans une entreprise, ben, chaque équipe travaille, fait une branche, entre guillemets, travaille dessus. Une fois que c'est fait, on la fusionne avec la branche principale, le master, main, etc. Si par contre, puisque là, on est dans un projet communautaire, comment ça se passe si quelqu'un veut participer au projet communautaire? Alors ça, c'est ouvert à tout le monde. Alors en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis construit un petit portfolio de très bons utilisateurs qui, pour la plupart du temps, sont freelance. Et ce que l'on fait, chez Microsoft, on a cette opportunité, on travaille avec un site qui s'appelle Upwork. C'est un peu la gig economy, vous savez, c'est des freelances en fait qui viennent sur un site, ils disent moi je sais faire du Babylon.js, et il y a des utilisateurs, des gens qui payent comme Microsoft qui disent ok, on a besoin de ton service. Donc en fait, les gens qui veulent contribuer, ils ont juste à venir sur le forum et dire vous voyez cette issue qui a été validée, je vais la faire. D'accord? Donc on a un flag pour ça, qui est un des tags de GitHub qui dit quelqu'un est en train de travailler dessus, tu vois. On a un tag help wanted qui dit ben, on a besoin d'aide sur celle-là, si quelqu'un veut bien la prendre, elle est ouverte à qui la veut. Mais donc, il y a une prévalidation de votre part, de l'équipe. Tu ne peux pas mettre ce que avec du code en disant tiens, j'ai pensé à ça, je te le donne. Ouais, mais ça arrive. Il y a des gens, ils ne respectent aucune règle, ils arrivent, ils te font une pull request, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, et ils te dumpent, mais c'est leur besoin dans le moteur. Et là, tu leur dis, mais alors tu sais que nous, on se bat en Babylon.js, un des problèmes qu'on avait au début, enfin un des problèmes qu'on nous jetait au visage, c'est qu'il était trop gros, parce qu'il fait beaucoup de choses, Babylon.js. Donc, du coup, on est passé en module aujourd'hui, et du coup, grâce à tout ce qui est tree shaking, on peut réduire la taille de Babylon.js à vraiment ce qu'on veut. On a des versions de Babylon.js qui font 37 kilooctets, et qui font juste un truc. Quand vous êtes dans Teams, dans les réactions dans Teams, maintenant que vous faites like, cœur, etc., c'est Babylon.js qui les rend. Et il y a uniquement le moteur de sprite de Babylon.js qui a été monté à ce moment-là, et le render, et bien sûr le layer WebGL, c'est tout. Donc, c'est tout petit. Donc, avant d'avoir cette technologie-là, si tu veux, il était quasi impossible d'accepter des contributions si elles n'étaient pas validées, parce que le mec, il arrivait, il disait, alors moi, j'ai un besoin hyper spécifique, et c'est une histoire vraie. Je vends des pierres tombales. Donc, nous, on a besoin pour faire des pierres tombales d'avoir une représentation de l'objet à base de NURBS, ce sont des courbes, en fait. Donc voilà, boum, je vous donne ce bout de code qui fait 2 mégas, qui était plus gros que l'intégralité de tout le moteur. Mais effectivement, faire des rendus de NURBS et de splines, c'est compliqué, donc il y avait énormément de mathématiques. Mais ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu peux pas dumper ta vie dans mon moteur sans m'avoir au moins demandé. C'est comme si tu arrivais chez les gens, tu t'installes, tu dis moi je vais habiter là, tiens, voilà, parce que j'en ai besoin. Ben, ça marche pas, monsieur, c'est pas chez toi ici, tu vois. Donc là aujourd'hui, on est plus, on accepte plus facilement, justement grâce au tree shaking. À partir du moment où on voit que la partie qui est ajoutée, déjà, elle a du sens pour plus d'une personne et qu'elle est tree shakeable, c'est-à-dire qu'elle est complètement dissociable du cœur central, on est plus ouvert à accepter les contributions. Mais on a encore des gens qui sont complètement sur Mars, quoi, qui arrivent et qui disent ouais, moi j'ai un projet de fou, je vais faire des représentations virtuelles de saucisses. Voilà, j'ai un générateur de saucisses qui est là. Il y a une nouvelle méthode, une nouvelle API que je vous propose qui s'appelle Create Sausage. Ouais, ça a l'air intéressant, mais je suis pas sûr que tout le monde le veuille, tu vois. Donc, encore une fois, la règle, c'est quand tu veux faire une pull request, tu vas d'abord en parler sur le forum, on en discute ensemble, et après, tu fais ta pull request. En gros, le forum, c'est le gatekeeper de tout. On ne laisse pas les gens aller sur le GitHub si ça n'a pas été discuté au préalable. Tu as utilisé quoi comme moteur de forum? Discourse. D'accord. Très bien.
Ils ont une offre pour les open source, je paye $75 par mois, c'est très très bien. Je n'y pense plus. Maintenant, au niveau donc l'acceptation, on va dire, des nouvelles demandes, donc tu parles, ça se fait toujours par des PR alors, parce que c'est une question aussi que moi, il revient régulièrement. Enfin, a priori, GitHub, quand on veut participer à un projet, on crée un fork du projet, on travaille en local, et puis on fait une PR, et la PR va être fusionnée à l'intérieur du projet. C'est ça, pareil pour nous. C'est de cette manière-là que tous les projets GitHub fonctionnent, ou il y a d'autres manières de fonctionner? Non, il n'y en a pas d'autres. Ça dépend si tu as les droits sur le repo. Tu peux juste cloner le repo, créer une branche et tu merges depuis ta branche. C'est ça. Mais nos utilisateurs n'ayant pas accès en écriture au repo, ils sont obligés de le forker, de bosser sur leur branche et puis d'après de faire un upstream vers le repo central depuis leur branche. Au final, ça revient au même. Et donc ça, c'est de la manière dont vous fonctionnez, c'est un fork, vous créez une branche, enfin l'utilisateur crée une branche et puis il crée le pull request. Il fait une demande de pull request. Là, tu peux faire des ordres. Comment vous faites pour intégrer, avant de la valider, cette pull request, donc avant de la fusionner dans votre repo à vous, comment vous faites pour valider que tout ce qu'il a fait est correct, donc que ça passe par tout un processus de test chez vous, de review, tout est automatique. Tout est automatique. On a investi sur un build system. Dans le monde de l'open source, il y a des semaines, je peux prendre, sans mentir, 40 pull requests. Et quoi, 40 pull requests, même avec une équipe de 12 développeurs, c'est pas possible. Tu fais que ça, quoi. Ouais. 40 pull requests qui, certaines ne sont pas validées, donc elles sont vite vues. Mais tu en as certaines, tu vois, c'est Adobe, qui très récemment, pour le produit Adobe Dimension, ils ont besoin de faire du rendu de transparence. Ils rendent des bouteilles, tu sais, donc il faut voir à travers la bouteille. Et pour faire du rendu de transparence, il y a une évaluation d'une équation compliquée qui permet de savoir comment la lumière va traverser et l'évaluation de volume. Donc, si tu veux, quand eux, ils te drop une pull request, tu en as pour une semaine à comprendre tout ce qui se passe, tu vois. Parce que les maths mis en jeu, ça vole très haut. Ils touchent un peu partout dans le moteur parce que, mine de rien, arriver à ce que le moteur fasse des pré-calculs de volume avant qu'il fasse son calcul à lui, c'est pas simple. Donc, si tu en prends une seule comme ça, c'est l'enfer pour toi. Si tu n'as pas un système entièrement automatisé. Donc, ce qu'on a fait, et c'est Sébastien Vanderberg, un Français, qui est dans mon équipe aujourd'hui, qui d'ailleurs habite du côté de Nice, qui a développé tout un système de build. En gros, chaque fois que tu fais une pull request, on utilise les checks de GitHub. Tu sais, il y a un langage YAML qui te permet de faire des checks automatiques. Et parmi ces checks, on a des tests unitaires, mais bon, ça, à la limite, sur un moteur 3D. Et surtout, on a des tests de rendering. Donc, en fait, on a des machines Azure qui ont des VM avec Firefox installé dessus, qui ont la machine qui a une certaine résolution. Donc. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a, je crois qu'on est à 170 tests visuels aujourd'hui, où on teste des mélanges de fonctionnalités. Tu mets des sprites avec du motion blur, tu mets des particules avec du physically based rendering, tu fais du volume. Enfin, on fait tous nos tests. On a essayé d'avoir plein de cas de tests. Et en fait, pour nous, c'est juste un fichier JSON qui dit, voici l'image. Okay, donc, c'est un PNG qui fait temps par temps. Et voici le lien vers le playground. Donc, encore une fois, l'endroit où les utilisateurs peuvent aller s'amuser pour tester Babylon.js. Le playground, il fonctionne comme JS Fiddle. Il a une adresse unique en haut. Donc, tu fais playground.babylonjs.com/ et après, tu as un petit code de 6 chiffres derrière et lettres. Et ça, c'est unique. Et en fait, on demande aux utilisateurs qui veulent générer des tests de faire le test là-dedans, de créer le code, de nous donner l'image ce qui est censé rendre le playground quand ça marche. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un fait un pull request, on a une machine qui mouline pendant 20 minutes et elle les passe tous un par un, et après, elle fait une différence entre l'image qui est censée être la référence et l'image source. Alors, il y a un petit threshold de quelques pouillèmes de pourcentage parce que, hélas, en fonction des VM sur lesquels on tourne et des drivers vidéo que ces VM ont, elles n'ont pas toutes exactement la même gestion de la colorimétrie, etc. Donc, on a un tout petit algorithme qui permet de faire du match qui n'est pas pixel perfect, mais à peu près dans une valeur donnée. Et si tu passes ces 170 ou 160 tests, et bien après, la pierre est flaguée à vert et il y a un humain qui va le regarder, qui va vérifier que on a des règles de nommage, des règles de linting, etc. Donc, tout ça est aussi vérifié, mais on va quand même vérifier que le gars, tu vois, il n'a pas fait quelque chose qui serait pas bon pour la performance. Parce que c'est notre seul problème aujourd'hui sur Babylon.js. On ne peut pas valider la performance de quelque chose automatiquement. Parce que il faudrait que j'ai une VM qui soit toujours la même, sur le même hardware, que jamais il change. Et ça, c'est pas possible. J'en ai déjà parlé avec les équipes Azure. On n'est pas les seuls à leur demander d'avoir des sortes de stabilité, mais c'est quelque chose qui n'est juste commercialement pas viable. Il faut qu'ils puissent faire tourner les machines, etc. Enfin, ta VM, si ça se trouve, elle va tourner là, et puis demain, elle sera ailleurs. Et du coup, elle sera sur un CPU différent, même un petit peu différent, et c'est mort, parce que du coup, tu vas avoir des drops ou des augmentations de perf
alors qu'en fait, il n'y a rien, c'est juste la machine qui change. Donc ça, c'est la seule partie qu'un humain, comme moi, je vais le lancer, je vais vérifier que les perfmetteurs ne bougent pas, etc. Et donc ça, oui, en gros, c'est tu lances, si je me mets dans un projet qui n'est peut-être pas nécessairement graphique, tu lances des tests unitaires, on va dire. Toi, c'est en gros l'équivalent des tests unitaires, mais avec vérification. C'est des tests d'intégration, si tu regardes. C'est des tests qui vont... Des tests d'intégration, oui, tout à fait. Ouais. Mais tu sais faire ça sur une pull request avant qu'elle ne soit arrivée dans ton dépôt? Ah oui, tout à fait. Chaque pull request, quand vous en droppez une, vous verrez qu'il y a les... Je peux peut-être faire un partage d'écran, si ça vous dit. Ah ouais, bonne idée. Est-ce que je peux share mon screen? Est-ce que tu sais le faire? On va dire celui-là. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Voilà, tu es à l'écran. Ouais. Parfait. Good. Donc là, si vous regardez, il y a des pull requests en cours sur mon repo. Et vous voyez qu'il y a des petits checks. Là, celui-là, il n'est pas bon parce qu'il y a 6 sur 11 des checks qui sont passés uniquement. Celui-là, par contre, je vais pouvoir le merger si je le souhaite. Alors, vous voyez que si je prends donc celle-là, donc Popov, c'est un mec de mon équipe, donc là, ça se passe plutôt bien. Vous voyez que tout en bas ici, il y a tout un ensemble de checks. Je vais les ouvrir. Qui sont à faire. Il y a, est-ce que tu as mis à jour le What's New? Parce qu'il y a un truc qui me gonfle à mort, c'est quand je fais une release, de devoir me recogner toutes les pull requests pour savoir ce qui a changé. Donc, je force les utilisateurs à aller mettre un fichier JSON, un fichier MD à jour avec qu'est-ce que tu as changé. D'accord? Donc, le What's New. Après, je vérifie que la documentation du code est faite. Après, on vérifie qu'il y a eu un linting. Après, on run et on build des tests unitaires. Et après, donc, c'était ça. Je teste en WebGL1 et WebGL2 les images de référence, d'accord? Après, on fait des tests pour vérifier que quand on fait un build par module, et donc que l'on fait du tree shaking, on n'augmente pas la taille du framework. Et après, on a un outil qui s'appelle le viewer, qui est une sorte de petit contrôle HTML que vous pouvez mettre dans une page, et on fait des tests pour lui après. Après, j'ai Git Guardian qui vérifie que tu n'as pas essayé de mettre une image de bit à l'intérieur, et puis ça arrive. Hein. C'est juste automatisé parce que ça arrive. Et après, là, si je veux, en tant qu'admin, tout est en vert, et j'ai déjà eu un approval d'un utilisateur, à savoir moi-même, j'ai déjà approuvé cette pull request, je pourrais la merger. D'accord? Et là, en fait, on s'est servi de... Là, je dis que j'attends l'avis d'un autre pour pouvoir merger. D'accord? Ok, et ça, c'est fait dès que tu reçois une PR, c'est fait en automatique? Une PR que je n'ai pas encore validée, par exemple, celle-ci, elle est en draft, donc non, je pense que elle ne va pas fonctionner, elle est work in progress, oui, elle est flaguée à draft. Ouais. Vous voyez qu'il n'a pas passé le What's New, le gars, il n'a pas mis à jour le What's New, la documentation n'est pas faite, le linting a sauté, et en plus, les tests WebGL2 ont sauté. Là, si je check sur détail ici, pour les tests WebGL2, donc, vous voyez, je vais prendre ici, on va directement aller sur Azure Pipeline, qui est donc ce qu'on utilise pour faire ça. Et là, je vois... Je t'interromps, c'était une question, et je vois, il y a Patrice dans le chat qui demande, du coup, vous n'utilisez plus Azure DevOps? Et donc, si, vous utilisez Azure DevOps, donc, le pipeline, pour faire le build. On utilise Azure, SCVM et tout ce qui est pipeline pour faire nos tests, mais les tests sont drivés par GitHub Checks. C'est ça. GitHub okay. Donc ici, on va prendre par exemple le test WebGL2 qui a pété, et là, je vais me retrouver directement avec le output en fait du pipeline. Alors, on a un truc, c'est pas idéal, il faut qu'on y travaille, mais on n'a pas pris le temps. Là, j'ai tous les tests et tout le log. Et en fait, pour voir qu'un test visuel a pété, vous allez voir, c'est un petit peu manuel. Donc, vous voyez ici, j'en suis à 105 sur 89, c'est toujours un succès. Donc, je cherche le test qui a pété. Je le vois, il est là. Parce que quand il pète, ce que fait le test, il me dump ici un monstre qui est en fait l'image 64 de l'image. Et il va me dire, voilà, cette image, elle a sauté, voilà à quoi elle ressemble. Donc, si je la colle dans l'URL, vous voyez, là, j'ai l'image de référence, c'est à quoi elle devrait ressembler. Je me dis, oula, effectivement, ce test-là n'est pas bon. Donc ça, c'est un test qui saute et qui a été détecté. Alors, c'est pas gênant, parce que là, c'est une pull request qui est un work in progress, donc le gars est en train de travailler dessus. Et là, vous voyez d'ailleurs Craig Felspart, ce garçon-là, qui est de Lyon, c'est pas un gars de l'équipe, c'est une contribution externe. Ok. Il est donc contributeur. Mais là, n'importe qui fait une PR, donc du coup, qui te l'envoie, avant validation, ça va passer par ton processus de validation pour que lui puisse vérifier si c'est bon, quoi. Exactement. C'est entièrement automatisé. Du coup, moi, je devais valider que celles qui ont les petits check ici, là, tu vois. Ouais, et tu vois, ce que je te disais, si tu veux générer une issue, si tu génères une issue, genre tu veux faire un bug report, tu vois que là, le premier message, c'est « Use GitHub only for validated bugs. Please discuss them on the forum first. » Et après, je leur dis « Donne-moi le repro, s'il y a des screenshots, quelques informations, puis voilà. » Tu vois. Ça, tu peux pas le manquer. Tu es obligé de le supprimer pour écrire, tu vois. Ouais, c'est ça. Et si c'est pour des plus petits projets, parce que là, tu es dans un projet où vous êtes une équipe complète, donc je comprends qu'il y a des besoins d'automatisation, mais si c'est des petits projets, allez, moi j'ai un petit projet où je suis en gros tout seul et de temps en temps, il y a une ou deux personnes qui disent « Tiens, je vais faire ça »,
comment il faut faire? Le seul moyen, c'est de faire une vérification à la main, entre guillemets, donc de récupérer sa PR en local, de dire on va la retravailler ensemble. Et il n'y a pas d'autre moyen que de récupérer ça et de travailler Alors, sur la PR à la main, quoi. Eh bien si, même pour les petits projets. Tiens, j'ai un autre exemple là, si tu veux, si tu peux me remettre à l'écran. Donc ça, c'est un projet privé, tu vois. C'est un projet qu'il y a moi et un gars dessus. On est deux. Ouais. On est deux dessus. En fait, j'étais tout seul jusqu'à très récemment. Et je ne sais pas si vous connaissez le projet Dashlane qui permet de faire... Moi, j'ai OnePassword ici, là. Mais Dashlane, c'est l'équivalent. Ça te permet de stocker tes passwords. Et il y a un des développeurs de Dashlane qui utilise mon projet de carte magique là, et qui m'a dit j'aimerais bien t'aider. Et là, du coup, je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, je ne vais pas repasser 6 mois à valider chacune de ces PR. Ah oui, c'est ça. Du coup, là, je me suis appuyé sur les GitHub Actions. Les GitHub Actions, c'est de la balle. Là, par contre, ça n'utilise plus Azure DevOps. Ça utilise juste GitHub ici, d'accord? Et en fait, dans mon code, il y a un tout petit YAML qui est dans GitHub, si je me retrouve ici, voilà, qui dit, alors les PR checks, c'est celui-là, voilà. C'est un petit langage de description qui dit tu exécutes tout ça, tu fais ça, tu vérifies que le lint fonctionne. C'est, tu vois, c'est mon minimum, quoi. Et je peux ajouter ici d'autres tests, tu vois, d'autres checks. Si par exemple je voulais vérifier que ça compile, juste ça, tu vois. Grâce à ça, je sais que je vais pouvoir compiler mon projet ici. Et quand tout est bon, tu vois, il y a également les checks de la documentation et tout ça. Et quand c'est bon, j'ai une seconde YAML qui s'exécute et qui lui va juste pusher ça, si je le souhaite, en public. Le petit YAML que j'ai ici, ce qu'il fait, donc pour publier mon site qui est sur ursagatherer.app, cette application-là, en fait, pour automatiser sa gestion, j'ai fait ce release. Pour faire le release, ce qui trigger le release, en fait, c'est si jamais je mets un tag. D'accord? On peut mettre des tags sur ton code sur GitHub. Donc, si jamais je tag mon code, si jamais je viens en fait ici et que je crée une release manuellement, là, si je fais draft new release, que je mets un numéro et que je fais publish, automatiquement, le release YAML va s'activer et va publier mon code. Donc, c'est hyper simple pour moi de faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Encore une fois, j'ai utilisé les actions... Et donc, toi, tu conseilles quand même d'utiliser que ce soit les pipelines au niveau de DevOps, que ce soit... Non, automatiser, on est développeurs, on n'est pas des esclaves, quoi. Oui, je sais. Il faut mettre tout ça en place, ça prend du temps aussi. Ouais, mais le temps que tu perds à le mettre en place... versus le temps que tu vas refaire 500 fois la même chose. Enfin, c'est vrai. Babylon, il est toujours rétrocompatible? Bien sûr. Ça, c'est notre marque de fabrique. On est backward compatible. Comment tu gères ça? Comment tu vérifies à chaque fois que ça l'est? Ah ben déjà, je ne laisse pas les gens changer l'API. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, déjà, ouais. Il y a des tests, je suppose, qui font les exécutions pour vérifier que l'API est toujours dans le bon état. Mais ça, c'est le playground. Les tests visuels, ils exécutent du code. Ouais. Tu vois, et ce code, il n'a pas bougé depuis la version 2 ou 3 de Babylon.js. On est bientôt à la version 5. Donc, si ce code, il passe pas, ben, mon test visuel, il saute direct. Tu vois. En playground, les premiers codes d'exemple que tu avais mis sur les playgrounds il y a plusieurs années, ils tournent toujours. Ouais, ils tournent toujours. Il y a Adrien, même des choses qui stressent mes collègues américains parce que tu vois, au tout début, j'étais moins bon que j'étais plus mauvais que je n'étais aujourd'hui en anglais. Et il y a des phrases, par exemple, la sensibilité de la souris, c'est une propriété, c'est input.sensibility. Sauf qu'en anglais, la sensibilité, c'est sensitivity. Donc, à chaque fois que les mecs ils arrivent sur cette API et qu'ils tapent mouse.sensibility, la sensibility, c'est d'être à fleur de peau en anglais, tu vois. Donc, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et moi, ça me fait beaucoup rire. On a dans le code plein de petits mots de franglais comme ça que je ne peux plus changer parce que si je les change, c'est la sensibilité. Et du coup, voilà, ça fait un bon framework franglais comme j'aime. Ça fait partie de l'histoire du framework. Oui, il y a Adrien qui faisait la réflexion. Ah, j'ai vu la question d'Adrien, ouais. Et alors, la question d'Adrien est intéressante, mais je n'ai pas envie Alors, chez Microsoft, avoir des machines self-host comme ça passe par énormément de compliance. Et dans tous les cas, on va être encore obligé d'avoir, donc chez nous, ça s'appelle Microsoft IT, qui va avoir la main dessus. Et il faut que je fasse des procédures spéciales pour qu'ils ne changent pas ma machine, qu'ils n'appliquent pas de patch, qu'ils ne changent rien dans l'environnement. Et ça, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire parce que ne pas appliquer de patch, pour eux, c'est l'enfer. Et si j'applique pas le patch, c'est pour une bonne raison. Parce que, par exemple, la dernière version de Windows 10 a mis à jour une nouvelle fonctionnalité du GPU qui permet, en fait, d'accélérer d'un pouillardième les rendus. La plupart du temps, ça se voit pas, mais des fois, ça se voit. Et bien, entre ces deux updates, sans changer le hardware, mes tests de performance sont invalidés. Donc, je suis obligé d'avoir une machine qui n'a rien qui change. Et du coup, utiliser le Salesforce Azure DevOps, hélas, ne fonctionne pas parce que je suis anti-compliant pour Microsoft. Et comme on a une règle interne absolue et inviolable qui est d'être compliant, je ne peux pas le faire. Ouais.
Donc la remarque d'Adrien, c'était de dire de faire les builds sur une machine hébergée chez soi plutôt que d'utiliser celle qui était chez Azure DevOps. Ouais. Et donc, revenons sur les PR. Donc ça, j'ai bien compris la manière dont ça fonctionne. À quel moment tu donnes, ou tu ne donnes jamais peut-être, je ne sais pas, des droits à ton propre repo? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement l'équipe ou bien il y a des gens externes qui ont accès au repo? Il y a des gens externes. Le Craig Feldspart, là, dont on a étudié le draft à l'instant, c'est un Français qui nous fait des PR. En fait, le gars, il a gagné son droit d'accès au Conseil des Jedi. En fait, si tu vas sur notre forum, j'utilise les Jedi, il y a les Padawan, les Jedi, les Mage Jedi, le Conseil des Jedi, ce sont les rangs, en fait. Et quand tu rentres dans le Conseil des Jedi, c'est-à-dire que ça fait plein de fois que tu réponds gentiment aux utilisateurs, que tu n'es pas payé pour faire ça et que tu as envie de contribuer. Dans ce cas-là, je considère que tu as fait ta preuve, en quelque sorte, et donc tu deviens un Conseil des Jedi, et du coup, tu as le droit de pousser, et tu as un droit de read and write sur le repo. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est plus à la confiance, effectivement, que ça se joue, quoi. Il n'y a pas d'intérêt technique de donner un accès. Peut-être une facilité pour pouvoir créer les branches et les fusionner, ou des choses comme ça. Mais c'est tout. C'est ça. Ok. Alors, il y a quand même une question aussi dans le chat. J'avais vu passer. C'était, si je remonte un petit peu, de Eric Ma73 qui dit: il faut qu'on migre de Azure DevOps vers GitHub et on a l'impression que GitHub est plus actif et évolue plus rapidement. Quel est ton avis à ce niveau-là? Ça, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on a. Bon, c'est peut-être ça sort un petit peu du domaine, mais entre GitHub et Azure DevOps, on fâche. Oui, on a les deux, c'est vrai. Ouais. Par contre, Azure DevOps, en termes de flexibilité, c'est quand même beaucoup mieux que GitHub. Les GitHub Actions, c'est bien, ça commence, c'est le début. C'est bien pour un petit projet de carte magique, mais ça n'a pas le niveau de flexibilité que je vais avoir avec Azure DevOps. En plus, Azure DevOps, j'ai plein de stats, j'ai des outils annexes, et c'est compliant. C'est-à-dire que Microsoft ne me gronde pas si je m'en sers. Peut-être que GitHub l'est, mais je n'ai pas le détail encore aujourd'hui. Ceci dit, si j'étais une entreprise aujourd'hui et que je devais partir, je partirais sur Azure DevOps. Oui, c'est ça. Par contre, si je fais un projet open source et dans la taille, aujourd'hui, Azure DevOps me coûte, parce que je le paye personnellement. Alors oui, pourquoi je paye tout personnellement sur Babylon.js? C'est parce que c'est justement mon projet. Ça n'appartient pas à Microsoft. Et il y a une ligne qui est assez claire. Microsoft paye des gens pour contribuer au projet, mais le projet m'appartient. Ah ouais. Donc, je paye Azure DevOps. Je crois que je payais 150 ou 200 $ par mois avec un CDN. J'utilise le CDN. Donc, les deux sont migrés. Mais par contre, on fait turbiner les machines. Et quand tu as une quarantaine de PR par semaine, les machines, elles tournent, je peux te dire. Surtout qu'à chaque fois qu'il y a une révision, qu'il y a un nouveau commit, elles repassent le check, tu vois. Et GitHub ne saurait pas me faire ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Je sais que tu es aussi un peu pressé par le temps, donc on va regarder s'il y a d'autres questions. J'en avais encore quelques-unes. Comment? Je suis une star, j'ai 17 minutes de libre dans mon agenda. Bah oui, c'est ça. Et encore, on aurait voulu plus tôt, mais on est obligé de faire la caméra directement dans ton lit, donc on aurait peut-être plus de visites, je sais pas. C'est jamais. Encore une ou deux questions par rapport au langage. Donc Babylon.js, lui, ça c'est plus le projet en lui-même. Il est entièrement développé, je pense au début c'était JavaScript et maintenant c'est entièrement développé en TypeScript, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors moi, donc quand TypeScript 1.0, David Rousset ne voulait pas faire du TypeScript, donc je l'ai convaincu à faire du TypeScript. Ça a été une histoire assez rigolote entre nous. Et donc là, c'est du 100% TypeScript. Tout est en TypeScript. C'est ça, ok. Donc ça, c'est ce que tu conseilles aussi, je suppose, si quelqu'un doit faire des projets web, c'est foncer sur TypeScript. Quoi. Non, mais faites pas du JavaScript. Faites pas ça. JavaScript, c'est l'assembly du web pour moi, JavaScript. C'est le langage qui va fonctionner partout, mais c'est pas sur celui sur lequel tu travailles, tu vois. C'est comme quand tu fais... Au final, tu vas faire du bytecode et ce bytecode va être exécuté en code machine. Personne ne va écrire du bytecode. Ou peut-être Mitsu, parce qu'il est un peu fou. Mais dans l'absolu, sinon, tu ne fais pas du bytecode, tu vois. Tu écris un C#. Ben là, c'est pareil. TypeScript, c'est le C# du web. Là, justement, au niveau des dépendances, j'allais dire TypeScript, il évolue assez rapidement. Là, il est en version, je ne sais plus combien. Là, est-ce que vous les suivez automatiquement ou, Oui, on prend les dernières versions toujours, et c'est super painful. C'est super painful parce que, contrairement à nous, ils ne font pas de protection de la compatibilité descendante. À chaque nouvelle version, c'est l'enfer. Chaque nouvelle version, c'est l'enfer. Je le fais parce qu'ils font du très très bon travail, que TypeScript est un langage merveilleux. Mais ils ne sont pas encore matures au point de faire un langage backward compatible. Voilà. Et du coup, à chaque fois que j'ai une nouvelle version, j'ai tout qui saute de partout. C'est pénible au possible. Passer d'une nouvelle version de TypeScript, de l'ancienne à une nouvelle, c'est un jour de travail à chaque fois.
Ouais, parce que moi, je vois, par exemple, avec le fameux projet Angular, ils ont toujours pas mal de retard par rapport à la toute dernière version. Ouais, mais ça a un coût, hein, mine de rien. Je sais que j'ai déjà discuté de ça avec Anders, et je comprends son point. Lui, il dit, nous, on fait un langage, et c'est aux gens de s'adapter. Sauf que dans un modèle compétitif comme est le nôtre, là où on est Babylon.js, c'est à nous de nous adapter aux utilisateurs. Alors que TypeScript, il est un peu tout seul. Si tu regardes, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville en termes de langage sur le web. Donc, ils peuvent se permettre de faire un petit peu les cacous. Les cacous. Ouais. Et quand on est plus à parler justement techno, au niveau WebAssembly, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que là, Christophe et moi, on est intéressés. Donc, il y a des évolutions peut-être de Babylon.js là-dedans, ou pour toi, c'est non, oui? C'est de la merde. C'est dans? C'est de la merde. On ne t'entend plus. Attends, on va te couper. Le micro. Ah, il y a déjà l'heure. Pourquoi? Vous avez fait des essais? Je veux dire, tu dis ça pour quelle raison? Non, je suis volontairement agressif sur le sujet. Si tu es développeur web, de toute ta vie, tu ne feras jamais de l'assembly. Jamais. Ouais. Jamais. Parce que ce n'est pas fait pour toi. En fait, WebAssembly, il faut que tu me dises qui tu es, d'abord. Si tu es un développeur ASP.NET qui a envie d'utiliser Razor ou Blazor, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, c'est génial. Par contre, n'essaye jamais de développer ton code client parce que tu vas crever. C'est comme si, encore une fois, on te dit c'est du C#, par contre, sur ta machine, c'est du natif. Et du coup, si tu dois développer, il va falloir que tu développes là-dedans. Ça ne marche pas. Si tu es un développeur C++, ceux pour qui ça a été fait à la base, et que tu n'as pas envie de réécrire ton moteur, ok. Par contre, good luck. Tu vois, nous, on a en face de nous Unity qui permet de faire un export web en WASM. Je pense que ça doit représenter 0,0001% de notre concurrence. Personne s'en sert. C'est de la merde absolue, c'est énorme, c'est mal branlé. C'est fait pour faire tourner du C++ sur le web. Ok, je comprends ce besoin-là. Ok, et puis on tire une énorme ligne. Maintenant, tu es un développeur web qui tourne dans ton navigateur, tu as envie de mettre des breakpoints dans ton code, tu as envie que ton code il soit minimal, tu vois, tu n'as pas envie de faire fondre la calotte polaire à chaque fois que l'utilisateur va télécharger ton code. Tu veux utiliser des technologies locales. Ben, tu ne peux pas faire du WASM. Ce n'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. C'est pour ça que j'ai dit c'est de la merde. Non, jamais Babylon.js. La seule solution pour que Babylon fasse du WASM, il faudrait que je le recode en C++ ou dans un langage capable d'exporter vers du WASM. Tu vois. Et après que je dise à tous mes utilisateurs, et vous en souvenez, les petits cocos, vous pouvez mettre des breakpoints dans vos debug tools, tout ça, c'est fini. Le langage, rien ce qu'il a écrit parce que c'est une sorte d'assembleur merdique qui a été fait par des ingénieurs qui veulent faire du C++ sur le web. Okay. Si tu n'es pas dans cette approche C++ sur le web, même Blazor, quel est le fucking intérêt de faire du WASM plutôt que du JavaScript? Bah, d'éviter d'apprendre un autre langage. Non, mais pourquoi tu ne fais pas de JavaScript? Pourquoi est-ce qu'à la place de générer du WASM, ça ne génère pas du JS? Ah oui, ça c'est... Oui. Montre-moi le gain de perf, je veux le voir. Parce que chaque passage entre JavaScript et WASM est marchalé. Donc, je veux voir le gain de perf. À part se branler la nouille là, pour dire, ouais, on fait un langage de ouf, c'est WASM, ça, ok, peut-être. Peut-être. Oui, je sais pas. J'aime pas WASM. Je sens que ça se sent, d'ailleurs. On va voir. Je ne répéterai pas les remarques qu'il y a dans le chat. Ok, je ne sais pas. Avez-vous d'autres questions, les petits gars, par rapport au projet, notamment au projet communautaire? Il y a combien de personnes qui font partie de la communauté au niveau de Babylon.js maintenant? Ça représente quelle taille à peu près? Je dirais, si tu prends la communauté des gens qui s'en servent, ça doit être... On estime qu'il y a... Alors, je vais te donner la plus grosse estimation de début. Les gens qui se servent d'un outil où il y a Babylon.js, c'est à peu près 125 millions de personnes par mois. Ah oui. Teams Reaction, PowerPoint, ça va vite. Flipgrid, tout ça, c'est des développeurs qui downloadent Babylon.js. Je te donne le chiffre tout de suite. Mais de mémoire, je crois que c'est 300 000 par mois. C'est download, donc tu peux le downloader plusieurs fois, tu vois, c'est pas unique. Après, le nombre de contributeurs actifs sur le repo, donc des gens qui ont une activité sur le repo, je te donne l'information tout de suite, je suis en train de la prendre là. On en est à... excusez-moi, ça arrive. Putain, que c'est long. Ça arrive. Il n'y a pas la fibre à Seattle, c'est pour ça. C'est surtout, je peux plus le regarder en fait. Je sais plus. Bref, mais c'était une... Ah oui, 345 contributeurs actifs, ça y est, je l'ai.
Et sur GitHub, il y a 2500 projets qui utilisent des dépendances vers Babylon.js que GitHub reconnaît. Ouais, c'est ça, ok. Et ça, oui, et donc ça, tu as une équipe évidemment pour pouvoir gérer tout ça maintenant qui tourne en permanence. D'ailleurs, là aujourd'hui, on est 12, on va passer à 15. Parce qu'il y a Babylon.js et il y a aussi Babylon Native. Toutes les Power Apps, HoloLens, etc., en fait, ils utilisent le petit frère de Babylon.js qui est Babylon Native, qui est en fait un shell, un host qui te permet de mettre Babylon.js dans un environnement natif. Donc tu gardes ton code, c'est le même, mais tu le mets dans un environnement natif. C'est l'anti-WASM. 5 plus grosses fiertés d'utilisateurs de Babylon.js. Excuse-moi. Tes 5 plus grosses fiertés d'utilisateurs. Je dirais Square Enix, qui a fait un Final Fantasy card game avec, ça m'a plu. Minecraft, alors, numéro 1 peut-être Minecraft, qui a utilisé Babylon pour faire le rendu sur le web. PowerPoint, mine de rien, parce qu'on a été le chercher avec les dents. Bientôt Xcloud, puisque Xcloud, iOS et web s'appuie sur Babylon.js. Un cinquième, laisse-moi réfléchir. Peut-être, j'adorerais avoir la NASA, je ne pense pas qu'on a la NASA, puisque je crois que j'utilise notre concurrent. Je sais pas. On a discuté un temps avec Tesla. Voilà. Je ne sais pas où il en sont. Ok, non, mais c'est bien. C'est intéressant. En tout cas, moi, ça me donne des idées. Bon, après, il faut y travailler aussi, évidemment, sur ce genre de projet. Et mais c'est aussi. Si tu veux qu'un projet vive, il ne faut pas qu'il soit zombie. Moi, je reviens à mon point numéro 1. Quand tu vas sur GitHub, le nombre de projets zombies, où tu vas, tu te dis, ça a l'air sympa. Dernier GitHub, dernier commit il y a 3 ans, ok, c'est mort. Et c'est dur, c'est dur. Ouais, non, mais c'est ça, le faire vivre, effectivement. Et c'est ça que j'ai retenu, j'ai noté les 3 points dont tu parlais. L'aspect communauté, l'aspect, donc, le faire vivre, l'aspect réactivité, ou de pouvoir répondre rapidement, et l'aspect documentation. Je pense que sur ce point-là, il va falloir que je m'améliore aussi, parce que pour mes petits projets... C'est horrible, je déteste faire ça. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de dev. 500 fois la même chose sur le forum. Encore une fois, c'est l'automatisation, la doc. Soit tu dis... Parce que les questions, tu as toujours les mêmes. Je peux te donner 10 questions de type que je reçois 25 fois par semaine, tu vois. Soit tu dis, tu réponds plus, tu mets un lien vers la doc. Ouais. C'est vrai que mettre un forum, ça peut être pas mal aussi. C'est vrai que ça devrait exister dans GitHub, d'avoir une notion de forum. Je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose que je trouverais super sympa. Vraiment, d'avoir tout au même endroit, ce serait cool. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, tu vois, que je puisse bloquer les issues et les PR s'il n'y a pas eu ce genre d'automatisation, ce serait super. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, il y a encore du boulot à faire dans GitHub, quoi. Ah oui, Moi, je voulais rajouter juste une chose, avant qu'on finisse, parce qu'il est 53 et de finir à 18, parce que tu es surchargé. Tu fais aussi des dessins? Ouais, c'est vrai. Donc là, je suis en train de... Tu me dis si je fais Hunter pour publier le lien vers tes dessins. Ah mais vas-y, avec plaisir, au contraire. C'est que... des dessins qui sont très sympas. On voit l'évolution en quelques mois, je m'explique, en 2 ans, quoi. Au fait, justement, tes dessins, ils sont écœurants. Franchement, tu te demandes, il y a des moments où tu te dis, putain, non, c'est pas lui qui a fait ça, quoi. Et une fois, tu avais partagé à 1 an d'écart. Putain, c'est bluffant. Sur quel matériel tu fais ça? Tu avais déjà parlé. J'ai un iPad Pro 13 pouces, enfin 12,9, avec Procreate. C'est une application qui coûte $10, période. Et $10. Mais tu as marqué que tu as eu, à un moment donné, j'ai cru lire que tu as fait des masters, tu as eu des aides d'un prof ou pas du tout? Alors, en fait, ça. Un petit moment confession, depuis tout petit. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article pour le gouvernement français il y a 2-3 ans de ça, je ne sais plus ce que c'était, cette initiative de merde, mais en gros, je disais que les développeurs sont des artistes. Parce que c'est comme ça que je le ressens même. Je trouve que le beau code, quand tu vois un beau code qui tourne, qui est rond, c'est magnifique, tu vois. Et ce côté artistique, j'avais toujours cette fibre au fond de moi, mais c'est une énorme frustration. J'aurais adoré dessiner. Et puis là, j'ai 45 ans, on est il y a 1 an de ça, un petit peu plus, 1 an et quelques mois. J'ai promis à ma femme et à ma fille d'aller à Cancun. Il y a un spoiler. Violin, là, c'est la jaquette que j'ai fait pour Étienne Margrave pour sa prochaine musique. Je vais à Cancun, je me fais chier comme un rat mort, mais un truc de ouf. Et j'ai mon iPad avec moi pour lire, et je me dis, allez, tu sais quoi, t'y vas. Tant pis, t'essayes. Ça va être chemo, et puis c'est comme tout, en fait. T'apprends. Au début, tu ne savais pas développer, maintenant tu sais développer, voilà, c'est parti. Donc il y a 1 an de ça, et puis je suis allé comme un connard, je me suis abonné. J'ai acheté, je pense, tous les masterclass de la Terre.
J'ai acheté pour 2000 balles de masterclass en me disant, tu les as, tu es obligé de les suivre. Donc, je les ai tous fait un par un. Et puis après, tous les soirs, pendant 2 à 3 heures, je dessine. Alors au début, ça ressemble à de la merde. Puis de temps en temps, tu as des petits moments où tu te dis, putain, c'est pas si mal ça. Et puis tu builds sur ça, etc. Ouais, mais ce qui est fou, c'est de trouver les idées, quoi, ce que tu fais, quoi, c'est fou. Alors ça, j'en avais plein. Mais à chaque fois que j'écoute de la musique, je sais pas ce que ça vous fait vous, surtout derrière les musiques que font Davrous ou Étienne, j'ai un univers d'heroic fantasy dans ma tête. Tu vois, je vois des dragons, je vois des sorcières, je vois de la magie. J'avais tout cet univers en moi qui sortait pas. Tu vois, la 3D quelque part, c'est aussi une tentative de créer ces univers-là. Mais bon, je m'en suis arrêté à la phase mathématique, tu vois. Et voilà, j'ai réussi à les faire sortir. Putain, tout ce que tu Parfait. fais. Il y a des trucs que ça foire que tu fais dans la vie. Tu sais, des trucs. Je les publie pas, c'est tout. Je publie que ce qui marche. C'est du marketing, encore une fois. Tu as l'impression que tout marche, mais pas du tout. Oh là là, tu verrais la gueule de mon jardin ou ce genre de choses. Non, non. Oh. Il a un site caché avec tout ce qu'il a acheté à côté. Là. Ah ouais, non, mais pour un truc réussi, j'en ai 2000 qui sont nuls à chier. Quoi. Du coup, non, je le dirai en off. Ok. Messieurs, je pense qu'on arrive tout doucement au bout de cet épisode. Juste peut-être 2 choses avant de nous quitter, puisqu'il nous reste effectivement 3 minutes. D'abord, rappeler peut-être, mais ça je pense que Richard va s'en charger tout seul avant qu'il nous boive un petit coup, que le mercredi, il faut venir nous rejoindre sur les meet-ups de DevApps. Vas-y Richard. Oui, donc tous les mercredis de 17h à 18h, on essaye de mettre en place un meet-up où on discute de tout et de rien. Demain, il n'y aura pas d'épisode, mais on va recommencer la saison 4 sans doute la semaine prochaine. Et on espère, puisque Laurent est dans la place, avec une présentation de Laurent de Dapper. Donc, il va nous faire ça pendant une quarantaine de minutes. Ouais. Voilà, donc je me fais traiter d'enfoiré maintenant, donc tout va bien. Deuxième chose que je voulais signaler, c'est d'activer la cloche sur twitch.tv/devaps où on se trouve maintenant. Et donc, ainsi, une fois par mois, vous pouvez continuer à nous suivre, venir poser les questions comme certains l'ont fait aujourd'hui, et écouter nos bêtises, pourquoi pas. Si vous ne savez pas le voir en live, souvent c'est plus sur le temps de midi ou bien comme ça en début de soirée, on remet tout ça de toute façon sur YouTube de manière habituelle et également en podcast MP3, comme on le fait maintenant depuis plus de 5 ans. Quoi. Ça fait déjà, je le disais au début, ça fait déjà un bout de temps. On a parlé du Blizzard au fait? Non. Ah. Oublié. Vas-y. Oui, on est en train d'organiser. Le planning n'est pas là, mais il y aura un super planning avec des stars, comme on peut dire, notamment le responsable du projet Blazor. En déplaise à David, tant pis, mais on organise un événement sur le Blazor. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est le 17 juin. Et donc, pour finir, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. C'est déjà ce qu'on fait. Marc Plessis, Frédéric Amblard, Damien Van der Kerkhove, Adrien Clairbois et Mickaël Fiorito. Merci à vous. Un exemple, en tout cas, de ce qu'on fait avec vos petits sous, c'est de pouvoir se payer un StreamYard tous les mois pour pouvoir faire la diffusion, se payer l'hébergement, parce que mine de rien, un podcast, ça coûte aussi. Enfin, David le sait aussi, puisqu'ils organisent aussi des podcasts aussi à peu près tous les mois, je pense. Ouais. La confrérie. Voilà. Oui. On est carrément moins avancé que vous, les gars. Nous, on est des petits à côté de ce que vous faites. Je ne sais pas, nous, on a juste un écran qui s'affiche avec vos images qui sont là. Il faudra passer une fois sur YouTube. C'est vrai que ça n'existe pas encore en images pour le moment. Oui, mais non, après, c'est chiant, tu peux l'écouter dans la voiture. On n'est pas tous d'accord sur le sujet. Ah. Il y en a qui se mettront de dos s'ils ne veulent pas se faire montrer. Ouais, ou qui ne mettent pas la caméra à la limite. Ou qui n'allument pas la caméra, oui, c'est ça. Ok. Et donc, si vous avez des commentaires sur ce qu'on a dit aussi aujourd'hui, n'hésitez pas. En bas de podcast, en dessous des vidéos YouTube, en général, on essaye d'y répondre assez rapidement. On est à ce niveau-là assez réactif, comme on l'a dit aujourd'hui, et la communauté est quand même assez intéressante là-dessus. Surtout sur les meet-ups. Je t'invite, David, au prochain, dans une semaine, donc mercredi, dans une semaine, c'est à 17h, heure française. Donc, ça devrait, c'est 8h pour toi. Je peux te poser une question super rapide? Ouais. Tu as mis une image tout à l'heure où il y avait 6 personnes. Tu peux la remettre? C'est qui la personne au milieu en bas? Attends, il faut que je la retrouve. Hop, ici. Ouais. C'est qui au milieu en bas? Ouais. À gauche ou à droite? C'est Damien. Damien. Au milieu, c'est Damien. Van der Kerkhove. Ok.
Il ressemble énormément à Craig Feldpart, le gars dont on a revu la PR. Je me suis dit, c'est un truc de fou si c'est ça. C'est peut-être lui. Et là, je me suis dit, mais le monde est si petit. Oui, non. C'est peut-être lui, mais il ne nous l'a pas Non, dit mais encore. il a pour le changé. moment. Et il change son nom à chaque fois qu'on discute avec lui. Ouais, tu vois. le mec, il est vraiment. Ouais. Ah ouais, Voilà, ouais. il est chaud. Hein. Ok. Bon, on lui dira. S'il n'est pas dans le chat pour le moment, on lui dira. Ok. Il faudra voir aussi si tu es dispo la semaine prochaine et le 17 juin. Hein, c'est ça, hein, c'est le 17 ou le 19. Le 10. Il va forcément être là. Ouais, il faudra être là. Ouais. Et puis avec tous tes petits dessins, il faudra que tu nous dessines un dinosaure. Tu iras voir sur blazerday.net. Christophe s'est fait un petit dinosaure en petit dessin. Tu vas pouvoir nous faire un joli dinosaure. Tout de suite. Envoie-le-moi, je regarderai si j'ai l'inspiration. Quand tu seras en manque d'inspiration ou un jour tu t'ennuies. On a essayé de le faire en 3D à un moment donné. Laisse tomber quand même. On pourrait le mettre avec Babylon.js en 3D derrière. Oui, ça, ouais, avec Babylon.js, on peut récupérer des fichiers MTL ou objets. Ouais. On pourrait les intégrer. Il y a moyen, mettre sur une scène. Ouais. Ok, écoutez messieurs, c'était bien sympa. À bientôt en Merci tout cas. tout le monde. Bonne journée à toi David, bonne réunion. Bye. À bientôt. Bye Salut. bye. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack.